colonisation, le Vietnam. Épisode 8, on est d'accord qu'on est d'accord sur rien. Bonjour, nous nous sommes quittés la dernière fois sur l'accord du 6 mars 1946. Et si je vous disais que cet accord portait en lui les germes de la guerre ultérieure, je me rendrais alors coupable de ce que Bergson appelait l'illusion rétrospective du déterminisme. C'est-à-dire que j'introduirais le conséquent, ici le déclenchement de la guerre, dans l'antécédent, c'est-à-dire l'accord du 6 mars, pour affirmer que la guerre était la seule issue possible. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la philo, Alors, on va le redire, la guerre était inéluctable. D'ailleurs, quand le Viet Minh déclenchera les hostilités, l'étendue des préparations des Vietnamiens et la promptitude des Français à leur répondre montrera que les deux protagonistes s'étaient préparés depuis longtemps à cette éventualité. Quel est le problème avec l'accord? Le truc, c'est que chaque camp l'interprète à sa façon. Et surtout, espère revenir sur les concessions tactiques concédées par la négociation ou par la force. Si on regarde du côté français, on considère que pour couper court aux velléités d'émancipation des Vietnamiens, ce qu'il faut, c'est des réformes. Par exemple, le ministère des colonies devient le ministère de la France d'outre-mer. Il faut aussi une plus grande représentation politique autochtone, d'où la création de la Fédération indo-chinoise. Et ce n'est que dans le cadre de cette fédération, que le Vietnam est reconnu comme État libre dans l'accord du 6 mars. Il est entendu que la France garde le contrôle de la souveraineté militaire, diplomatique et économique. D'autre part, la Cochinchine, étant une partie de cette fédération indo-chinoise, est considérée par les Français comme distincte de la RDVN. En gros, c'est le système colonial, sauf qu'on prend des pincettes. Or, de notre côté, cela est inacceptable pour Ho Chi Minh. Pour lui et le Viet Minh, l'indépendance est déjà acquise depuis le 2 septembre 1945. Et les Vietnamiens, eux, comprennent la notion d'État libre dans les accords du 6 mars à la manière de l'Australie ou du Canada dans le Commonwealth, c'est-à-dire des États complètement indépendants, mais intégrés à une structure supranationale peu contraignante. Deuxièmement, sur la Cochinchine, vous vous rappelez peut-être que depuis les deux fans dans les années 20, que nous avons vus à l'épisode 2 Indochine française, Viet Résistance, depuis ce moment-là, la revendication nationale vietnamienne s'est faite autour du mot Vietnam, c'est-à-dire le royaume de Gia Long de 1802 qui allait de la frontière chinoise au delta du Mekong. Pour tous les nationalistes vietnamiens, la Cochinchine, ou comme ils l'appellent en vietnamien, Nam Qui, est une partie intégrante du Vietnam. Chaque partie donc, français et vietnamien, comprend ce qui l'arrange dans l'accord du 6 mars. Et il est difficile de voir comment les deux positions peuvent se rejoindre. Pourtant, après l'accord, Ho Chi Minh cherche immédiatement à rallier Paris pour négocier un accord définitif permettant une indépendance totale. L'avantage de Paris, c'est que c'est loin des colons et du haut-commissaire Thierry d'Argentlieu. En plus, Ho Chi Minh compte à Paris des amis
parmi les socialistes et les communistes. Mais Thierry d'Argentlieu, le moine amiral, haut commissaire nommé par De Gaulle en Indochine, va tout faire pour contrecarrer les plans de Ho Chi Minh. D'abord, il y a l'entrevue du 24 mars 1946, où l'amiral d'Argentlieu déploie sa flotte militaire dans la baie d'Along, histoire d'intimider Ho Chi Minh. Les honneurs militaires sont rendus à Ho Chi Minh, mais d'Argentlieu lui dit en gros « Cher monsieur, on ne va pas à Paris comme ça ». Pour Thierry d'Argentlieu, la RDVN doit agir dans le cadre de la Fédération indo-chinoise. Et c'est qui le chef de la fédération? C'est papa, c'est Thierry d'Argentlieu. Pour Ho Chi Minh, qui se considère comme un chef d'État souverain, il en est hors de question. Dialogue de sourds. En fin de compte, on se met d'accord sur le principe d'une conférence préliminaire pour continuer les discussions. Cette conférence s'ouvre le 17 avril 1946 à Dalat, la ville de montagne fondée par les Français. Et là, rebelote, les travaux bloquent immédiatement sur la Cochinchine, colonie dont le statut ne peut être modifié qu'après vote du Parlement français, selon les uns, ou selon les autres, Nam Quy, partie intégrante du Vietnam. Et c'est Nguyen Tuong Tam, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Vietnam, qui résume le mieux la situation quand il dit, je cite, « Nous ne sommes d'accord que sur un seul point, à savoir que nous ne sommes d'accord sur rien. Impasse, aporie, cul-de-sac, voie sans issue, choisissez le terme qui vous convient et vous aurez remarqué que j'ai paraphrasé la citation de Tam dans le titre de cet épisode. Entre parenthèses, Tam est un personnage fascinant. Écrivain, journaliste, dessinateur et homme politique, il est plus connu au Vietnam sous le nom de plume de Nhat Linh. Il est un dirigeant du VNQDD à partir de 1945 et c'est à ce titre qu'il dirige la délégation vietnamienne à la conférence de Dalat. Vous n'avez pas oublié que le VNQDD est au gouvernement à l'époque. Nhat Linh se suicidera en 1963 pour protester contre le régime de Ngo Dinh Diem. Fermons la parenthèse. L'échec de Dalat n'empêche pourtant pas Ho Chi Minh, accompagné de Pham Van Dong et d'une forte délégation, de s'envoler pour Paris le 30 mai, où doivent se tenir les négociations à venir. Mais coup de théâtre. Dès le lendemain, dans la grande tradition des faits accomplis des marins d'Indochine, l'amiral d'Argentlieu annonce la création d'une république de Cochinchine sous administration française. Cette décision unilatérale est même prise sans l'accord préalable de Paris et en violation de l'accord du 6 mars. L'idée de Thierry d'Argentlieu est d'empêcher toute possibilité d'accord à Paris entre la France et Ho Chi Minh. C'est un camouflet pour la délégation vietnamienne et Pham Van Dong veut tout arrêter et rentrer au Vietnam. Mais Ho Chi Minh et sa délégation rallient quand même Paris, où ils sont d'abord en vacances forcées. Car la France n'a pas de gouvernement en ce début d'été 1946. Le précédent cabinet est tombé et le suivant n'est pas encore élu. Alors Jean Saint-Denis et le général Salon promènent Ho Chi Minh et compagnie au Pays Basque, à Lourdes, etc. Ho Chi Minh va de dîner en garden party
et charme tout ce petit monde par son humour, sa bonhomie, sa simplicité, sa gentillesse. Il offre des fleurs aux dames et déclare à qui veut l'entendre que le communisme n'est pas à l'ordre du jour au Vietnam, pas avant 50 ans au moins. Le dangereux bolchevique qu'on redoutait tant ressemble plutôt à un vieux sage oriental tout à fait charmant pour ceux qui le rencontrent. Enfin, début juillet, il arrive à Paris où il est accueilli en chef d'État. Il assiste même au défilé du 14 juillet en tribune d'honneur. Tout va donc bien dans le meilleur des mondes. Mais, le mais, c'est qu'en 1946, l'Indochine est le cadet des soucis des partis politiques français qui se disputent le pouvoir. Déjà, la France d'après-guerre fait face à des défis considérables de reconstruction politique, économique, etc. D'autre part, la 4e République n'est pas encore née, mais c'est déjà la République des partis. Et ceux-ci sont plus occupés à se disputer le pouvoir qu'à réimaginer la politique de la France en Indochine. De Gaulle s'est retiré de ces querelles politiciennes, mais son ombre plane encore. Par conséquent, en ce qui concerne l'Indochine, que ce soit par conviction ou pour ne pas prêter le flanc à la critique gaullienne, tous les partis restent sur la même ligne de fermeté que le général. Aux élections de juin 1946, c'est le MRP, Parti démocrate chrétien, qui remporte la mise. Son leader, c'est Georges Bidault. Retenez bien ce nom, car il sera dans le contrôle de connaissances que je vous prépare. Bidault, c'est le fondateur du MRP, et ce sera la figure prépondérante de la politique française au Vietnam de 1946 à 1954. Alors, autant vous dire que c'est la première, mais pas la dernière fois qu'on entend parler de lui. Bidault et ses ministres, bien sûr, ne souhaitent pas de conflit armé en Indochine. C'est même impensable. Mais ce qui est encore plus impensable, c'est l'idée d'accorder l'indépendance aux Annamites, comme on disait à l'époque. L'Indochine, c'est la France, point barre. En plus, les troupes françaises sont revenues au nord et sont maintenant présentes sur tout le territoire. Vous vous rappelez que la semaine dernière, je vous disais que, en débarquant le corps expéditionnaire au nord, la France s'était donné les moyens militaires de revenir sur ses promesses politiques. C'est exactement cela qui se passe à l'été 1946 et qu'exprime Leclerc dans une lettre au gouvernement datée du 8 juin. Il y conseille de ne pas faire de concessions aux Viet Minh à Paris, car la France a presque partie gagnée en Indochine. Bref, deux choses sont sûres. L'objectif de garder l'Indochine française est partagé par toute la classe politique. Et la France estime avoir les moyens d'imposer sa loi aux Viet Minh. Pour ne rien arranger, excusez-moi, pour Ho Chi Minh, ses amis socialistes et communistes sont dans le cabinet de Bidault et ils ne s'écartent pas de la ligne gouvernementale. Quand les négociations s'ouvrent enfin à Fontainebleau le 6 juillet 1946, c'est le bouillant jeune Pham Van Dong qui dirige la délégation vietnamienne. En effet, Ho Chi Minh est absent pour permettre des possibilités de relance en cas de blocage. Du côté français, le principal négociateur s'appelle Max André. Et là, j'espère que vous avez bien suivi et que vous serez abasourdi d'entendre que, à peine entamées, les négociations sont dans l'impasse. Vous vous rappelez Bao Dai dans sa lettre à De Gaulle à l'épisode 6, quand il disait, je cite, « Nous pourrions si facilement devenir des amis si vous vouliez cesser de prétendre devenir nos maîtres ». Fin de citation.
eh bien, on en est encore là à l'été 46. Les Vietnamiens réclament l'indépendance, mais les Français consentent à leur accorder un self-government. C'est en anglais dans le texte, un self-government au sein de l'Union française. La RDVN revendique la souveraineté sur la Cochinchine. Non, hors de question, disaient les Français, car c'est un territoire distinct appartenant à la France. Et si les Vietnamiens persistent dans leurs revendications, Max André brandit la menace en disant à Pham Van Dong, je cite, « Si vous n'êtes pas sage, nous vous aurons en 8 jours avec une simple opération de police. » Fin de citation. Les semaines passent sans réelle avancée. Et force est de constater que Ho Chi Minh avait surestimé le soutien de la gauche française. Marius Moutet, avocat socialiste qui a défendu des militants vietnamiens dans le temps et qui est alors ministre de la France d'Outre-mer. Léon Blum, qui dit à Ho Chi Minh en juillet, je cite, « Comptez sur moi, je serai là dans les moments difficiles », fin de citation. Eh bien, ils ne sont pas là au soutien du PAC vietnamien. Or, pendant ce temps-là, à Saigon, Thierry d'Argentlieu continue son œuvre de destruction de l'indépendance vietnamienne. Il convoque une nouvelle conférence à Dalat le 1er août, sans la RDVN, mais avec le Cambodge, le Laos, l'Annam et en vedette américaine, la République de Cochinchine, sa création. Il déclare que l'avenir de l'Indochine ne peut pas se décider à Paris avec seulement la RDVN, qui après tout n'est qu'un des 5 membres de la Fédération indochinoise. C'en est trop pour le sanguin Pham Van Dong qui quitte la table des négociations. Il y retourne brièvement quelque temps plus tard, mais le 10 septembre, après 8 semaines de discussions stériles, on arrête les frais et on se quitte sur cet échec. Pham Van Dong peut enfin rentrer à Hanoï. Ho Chi Minh, lui, ne rentre pas avec ses ministres. Il s'attarde à Paris comme s'il voulait essayer de ramener quelque chose in extremis. Et ce séjour parisien sans son équipe est assez énigmatique. Est-ce que Ho Chi Minh voulait continuer les négociations en utilisant ses réseaux personnels? Ou était-ce une manœuvre pour gagner du temps et permettre à Giap de peaufiner les préparatifs militaires? C'est ce que pensent ses opposants, comme Bui Diem, futur politicien de haut rang du Sud-Vietnam et à l'époque militant d'Ai Viet. Dans ses mémoires parus en anglais sous le titre In the Jaws of History, Bui Diem croit que Ho Chi Minh, en habile tacticien, joue une partition bien maîtrisée. C'est possible. Il apparaît toujours déterminé, comme quand il dit à Moutet et Saint-Denis, je cite, « S'il faut nous battre, nous nous battrons. Vous nous tuerez 10 hommes, mais nous vous en tuerons un, et c'est vous qui finirez par vous lasser. » Fin de citation. Mais il apparaît aussi désespéré quand il dit à ces mêmes Moutet et Saint-Denis, je cite, « Ne me laissez pas repartir ainsi. Armez mon bras contre ceux qui cherchent à me dépasser. Vous n'aurez pas à le regretter. » Fin de citation. On dirait donc qu'il veut encore éviter la guerre et négocier avec l'énergie du désespoir. Désespoir. Comment expliquer autrement le modus vivendi qu'il signe avec Marius Moutet? Ce modus vivendi qui ne remplit aucun des objectifs vietnamiens et que Bidault brandira à la Chambre pour dire, je cite, « Nous avons maintenu la présence française en Indochine, je vous le dis parce que c'est la vérité. » Fin de citation. Imaginez que la veille de son départ définitif de Paris, Ho Chi Minh sort de son hôtel à minuit et va réveiller Marius Moutet qui est déjà au lit. Figurez-vous qu'il négocie un accord comme ça qui garantit la sauvegarde de tous les intérêts français en Indochine
sans mentionner le mot indépendance pour le Vietnam. Il y a bien dans le modus vivendi un cessez-le-feu dans le Sud et le principe de futures négociations en 1947. Mais c'est tout. Saint-Denis qualifiera même le modus vivendi de pathétique. Pourquoi Ho Chi Minh l'a-t-il signé? Bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Bizarre aussi, Ho Chi Minh quitte Paris le 15 septembre en train au lieu de prendre l'avion. Direction Marseille où il embarque sur un bateau qui met 1 mois à arriver au Vietnam. Comme s'il cherchait à retarder l'échéance, c'est-à-dire son retour au Vietnam, les mains vides. Question. La France a-t-elle raté l'occasion d'inventer la décolonisation en cet été 1946? Que se serait-il passé si Bidault avait pris Ho Chi Minh au mot? La position des Vietnamiens n'était pas maximaliste, après tout. L'indépendance, c'est sûr, mais avec la volonté de maintenir des liens avec la France. La France aurait pu sauvegarder ses intérêts au Vietnam si elle avait consenti à se débarrasser de la mystique coloniale. En tout cas, la voie diplomatique a échoué. L'échec de Fontainebleau laisse face à face ZAP et la branche armée du Viet Minh d'un côté, et de l'autre, le remplaçant de Leclerc à la tête du corps expéditionnaire, le général Valui, qui a hâte de casser du Viet, excusez-moi du terme. La parole est donc maintenant aux armes. Au prochain épisode, elles parleront. D'ici là, portez-vous bien et salut hein! Nyawad na jake